Salut à vous, camarades. Ce qui est bien avec le mot camarade, c'est qu'il est employé aussi bien au masculin qu'au féminin. Et d'ailleurs, je ne sais plus le mot qui permet de définir justement le fait qu'un mot est applicable à la fois au féminin et au masculin. N'hésitez pas dans les commentaires à me rappeler le terme utilisé justement pour ces mots qui peuvent s'employer aussi bien au féminin qu'au masculin. Comme ah oui, parce que c'est vrai, on peut dire camarade. Et là, même les non-binaires, on peut les appeler camarades. Oui, je dis non-binaire puisque il y en a certains sur les réseaux sociaux qui se plaignent, qui se complaisent à nous raconter cette histoire de ce pauvre gars qui s'est balancé un petit drapeau palestinien dans la salle pendant l'Eurovision et qui, bien évidemment, a été chopé mini-militari par les services de sécurité. Alors, d'un côté, certains disent, oui, regardez, acte terroriste, un homme brandit un drapeau palestinien par provocation pendant la chanson de la candidate israélienne. Et d'autres disent, oui, regardez, la dictature, t'as pas le droit de sortir le drapeau palestinien alors que tous les autres drapeaux, t'as le droit. Alors oui, je rappelle quand même que l'Eurovision, c'est un concours de chansons européens qui, comme tout concours, avec énormément d'enjeux économiques, commerciaux, et possède un règlement. Hein, comme toute chose d'ailleurs, il y a un règlement. Et dans le règlement, les drapeaux sont seulement et uniquement ceux des pays qui concourent. Pas d'autres. Donc le drapeau palestinien n'a pas lieu d'être dans la salle pendant la retransmission de l'Eurovision en direct. Et pour une raison encore plus simple, c'est que le drapeau palestinien, en effet, s'il existe, en réalité, il ne représente que la communauté palestinienne ou les administrations. C'est un peu comme les Kurdes. Les Kurdes, ils ont leur drapeau. Mais le problème, c'est que leur drapeau n'est pas représentatif d'un pays, d'un État. Le drapeau palestinien, c'est pareil. Le drapeau palestinien est représentatif du peuple palestinien, mais n'est pas représentatif d'un État, d'un pays indépendant, souverain. Donc c'est une valeur symbolique. Tout comme le drapeau LGBTQ+, tout comme le drapeau non-binaire qui a été brandi par le vainqueur de l'Eurovision, qui est donc le chanteur suisse, lui, il a le droit de brandir son drapeau qui ne représente que une communauté, mais une communauté qui fait partie d'une idéologie, qui fait partie d'une politique que tu n'as pas le droit de critiquer. Tu n'as pas le droit de lui retirer son drapeau, sous prétexte que le règlement dit qu'il n'y a que les drapeaux des pays participants, des États participants. Donc la valeur symbolique d'un drapeau LGBTQ+, ou non-binaire, a le droit de citer, mais par contre pas celui de la Palestine. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce qu'on entend dans certains plateaux, oui, l'Eurovision, c'était à l'origine pour unifier les peuples européens au-delà des clivages politiques et des conflits d'intérêts. Ce qui est tout à fait vrai, l'Eurovision avait été créée pour ça. Sauf que dans les années 60, 70, ce que l'on créait en général avait pour vocation, en effet, d'essayer de donner l'illusion de vouloir pacifier, de vouloir unifier, de vivre une communion, même si derrière, il y a toujours eu quelques petits aspects idéologiques et politiques, mais qui étaient relativement discrets. Sauf, évidemment, quand certains événements, ça a littéralement dérapé. Les Jeux Olympiques, par exemple, créés
je rappelle par Pierre de Coubertin, à l'origine était une manifestation sportive, une compétition sportive qui permettait à un ensemble de pays compétiteurs de s'affronter en esprit sportif. C'est-à-dire que si tu es moyen, si tu n'es pas très performant, etc., tu admets que tu as perdu. Et tu ne vas pas aller chercher midi à 14h pour dire oui, mais lui il a gagné parce qu'il a triché ou parce que blablabla, etc. Voilà, bon, ça c'est le cliché. Sauf que le cliché a très vite laissé place à l'idéologie politique. Surtout pendant l'époque de la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, on se souvient, il y a eu des aspects politiques au sein des Jeux Olympiques. Nous avons eu malheureusement l'affaire de Munich, cet attentat contre les compétiteurs juifs par des terroristes. D'ailleurs, je crois que c'était déjà aussi par rapport à la Palestine, ou c'était l'Iran, je ne sais plus. Vous avez eu les Jeux de Moscou, boycottés par les Américains. Et je crois qu'il y a eu les Jeux de Los Angeles, où les Russes, enfin les Soviétiques, avaient boycotté aussi les Jeux de Los Angeles. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que de toute façon, il n'y a pas d'événement sain, il n'y a pas d'événement immaculé. Que ce soit des événements nationaux, locaux, internationaux, il y a à un moment donné, toujours, des gens qui vont instrumentaliser, qui vont se servir de ces événements à leurs intérêts idéologiques, politiques, commerciaux. Et c'est encore plus vrai avec les Jeux Olympiques, où oui, les Jeux Olympiques étaient encore immaculés de tous les aspects commerciaux avant 1984, 1984 étant l'année où, pour des raisons financières, pour des raisons d'investissement, Juan Carlos Samaranch, qui était le président à l'époque du comité olympique, ont fait évoluer considérablement le comité en intégrant des financements, des investissements privés. Ce que l'on appelle plus vulgairement des partenaires officiels. Bon, ils sont partenaires officiels parce que ils allongent quand même un gros chèque. Et dans certains cas, ça a même un avantage. Alors je ne sais pas si sur les Jeux de Paris 2024, ça va être pareil, mais je me souviens que lors des Jeux à Athènes, dans le village olympique et dans les centres sportifs où se déroulaient les compétitions, tout ce qui était vendu, évidemment vendu des produits de partenaires officiels, c'est-à-dire que partenaire officiel c'est Coca-Cola, donc si dans un village olympique vous vouliez un Pepsi, vous ne trouviez pas de Pepsi, c'est hors de question. Tout ce qui se vendait dans le village olympique et sur les centres, les stades, etc., était exonéré de taxes. C'est-à-dire que c'était tout bénef pour les partenaires. On a eu aussi le cas du fait que vous ayez, par exemple, alors ça va arriver certainement à Paris, des commerçants qui vont profiter des jeux pour essayer de booster un petit peu leur vente et utiliser le logo des Jeux Olympiques. Or, ils n'ont pas le droit. C'est interdit. Il faut payer. Payer une licence, payer une autorisation pour utiliser le logo olympique. Même les 5 anneaux olympiques, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Ils ne sont pas du domaine public. C'est une marque déposée, c'est une marque protégée. Souvenez-vous, c'est ce qu'ils voulaient faire aussi au niveau de la Tour Eiffel. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'utiliser l'image de la Tour Eiffel sans une autorisation de la société de gestion de la Tour Eiffel. Ah oui, non mais, marketing, business. Tout est marketing et tout est business. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis maintenant les 40 dernières années, les Jeux Olympiques, c'est aussi un business. C'est un business. Pourquoi les villes se battent pour essayer d'organiser les Jeux ?
Tout simplement parce que derrière, ils espèrent que ça va avoir des retombées économiques. Sauf que ça fait quand même depuis quelques années que la plupart des villes qui ont investi des millions et des millions de dollars ou d'euros, en réalité, ne sont pas retombées sur leurs pieds. C'est-à-dire que pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, eh bien, en tant que contribuable, vous allez payer la facture. Parce que les retombées économiques, il n'y en aura pas, ou quasiment très peu. Même à l'échelle locale, même au niveau de Paris. Déjà d'ailleurs, on a des professionnels de l'hôtellerie, même Airbnb, qui maintenant à quelques semaines, quelques mois des Jeux, ne sont pas pleins. Ils sont en train de pleurer parce que, évidemment, quand vous avez 60 € la nuit et que tout d'un coup, pendant la période des Jeux, votre chambre, vous faites payer 300, 500, voire on a même des 3500 € la nuit. Mais vous êtes tarés. Donc, je m'éloigne, je parlais des Jeux Olympiques. Je prenais l'exemple des Jeux Olympiques pour vous expliquer que même cet événementiel, qui est un événementiel international, lui aussi n'échappe pas à la règle de l'instrumentalisation et de la manipulation politique. Et preuve en est, en 2024, les compétiteurs russes n'ont pas le droit de... alors, je ne sais plus comment ils ont fait le truc, mais les Russes qui vont participer aux Jeux n'auront pas le droit de participer sous bannière russe. Parce que moi j'ai entendu qu'apparemment la Russie est bannie des Jeux Olympiques. Mais les compétiteurs, les sportifs d'origine russe, de nationalité russe, la compétition ne leur est pas interdite. Mais ils n'ont pas le droit de participer à la compétition sous bannière russe. Alors c'est compliqué parce que c'est les fédérations généralement qui inscrivent les sportifs au niveau des registres des Jeux Olympiques. Enfin, il doit y avoir un micmac, je ne sais pas trop comment ils ont fait, je ne sais pas d'ailleurs comment ils vont se présenter, compétiteurs indépendants, enfin j'en sais rien. Alors, il y a certains compétiteurs russes qui vont en réalité faire les Jeux Olympiques mais sous une autre bannière. C'est autorisé, il n'y a rien qui interdit dans les Jeux Olympiques ou dans les règles du CIO qu'un compétiteur ukrainien, par exemple, défende les couleurs de la France, alors qu'il n'a pas la nationalité française. C'est autorisé, dans le droit. Donc certainement qu'il y a des Russes, des compétiteurs russes qui vont peut-être participer aux Jeux Olympiques sous une autre bannière que la bannière russe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'opinion se dit, mais alors attendez, ok, les Russes, la Russie est bannie des Jeux Olympiques de 2024. Suite évidemment à ce qui se passe en Ukraine. Mais là, avec ce qui se passe avec Israël, non, que dalle. Alors évidemment, la crainte des organisateurs, c'est que pendant les cérémonies, etc., quand il va y avoir la délégation israélienne qui va se pointer, là, il paraît que pour l'Eurovision, ils ont déjoué, je ne sais pas, une dizaine de tentatives de perturbation, des gens qui ont essayé de vouloir pénétrer dans l'enceinte du bâtiment de l'Eurovision pour foutre le bordel, etc. Alors, je ne vous dis pas. Je pense qu'à mon avis, tant qu'ils garderont l'idée de faire la cérémonie sur la scène, là actuellement, on est dans une phase où le doute commence à s'installer, parce que ça va être, au niveau sécurité, ça va être ingérable. Donc d'ici là qu'ils mettent un plan B, il n'y a pas des kilomètres. Mais même s'il y a un plan B, de toute façon, assurer la sécurité pendant la cérémonie et pendant les Jeux de la délégation israélienne, oui, certainement qu'il va y avoir une mise à disposition, voire peut-être des accords avec les services de sécurité israéliens, de l'État d'Israël, voire même du Mossad, donner des autorisations pour assurer la sécurité optimale de la délégation israélienne. Parce qu'avec ce qui se passe à Paris, avec les manifestations, avec les ultra-gauches, avec tous les antisémites qui s'intègrent dans les mouvements, les manifestations, contestations universitaires,
publics, etc. On est à un niveau, en effet, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, où on a des tarés qui vont s'octroyer le droit d'avoir la liberté de foutre le bordel pendant les JO. Bon, d'où l'intérêt que il y ait en effet ces manifestations qui aient lieu, parce que comme ça permet au renseignement d'envoyer des mecs avec le fameux sac, vous savez, hein, ce fameux système qui permet d'aspirer toutes les données de votre téléphone sur un rayon de 5 mètres, je crois. Même si ces appareillages apparemment ont une capacité beaucoup plus importante en matière de zone de couverture, d'aspiration, on va dire. Donc soyez assurés que les renseignements ont déjà toutes les données de tous les gens qui ont manifesté pour la Palestine. Que ce soit Sciences Po, que ce soit la Sorbonne, que ce soit les autres universités en France, que ce soit à Paris, place de la Concorde, que ce soit place de la République, dans d'autres villes, etc. Soyez assurés qu'au moins ils ont les 2/3 des données de tous les gens qui ont participé à ces manifestations. Donc tous les gens qui ont participé à ces manifestations, suivant leur niveau, suivant leur véhémence, suivant leurs propos, ils sont déjà fichés. Donc c'est-à-dire que l'accès aux zones olympiques, si ces gens-là ont l'intention de réussir à... Non, désolé, vous êtes déjà identifié comme quelqu'un qui peut être une personne à problème. Donc, les Jeux Olympiques, événementiel international par excellence, qui n'est pas immaculé et qui sera toujours, à un moment donné, un outil de récupération politique, parce que, justement, comme je vous l'ai dit, ce sont des organismes qui sont tenus par la peau des couilles par leurs partenaires, par ceux qui allongent le chèque. C'est exactement la même chose pour le football. Je veux dire, aujourd'hui, la professionnalisation du football. Il y a une époque où on voyait bien la différence entre le rugby et le football. Là où le football, il y avait question de thunes, le rugby, c'était des joueurs, c'était des passionnés. La professionnalisation du rugby a amené le même principe, sauf que le rugby reste encore plus ou moins protégé. Pourquoi ? Parce que le rugby, ça concerne quand même qu'une infime partie d'un certain nombre de pays, même si la Coupe du Monde de rugby, aujourd'hui, commence à devenir aussi, on va dire, un support non négligeable. Aujourd'hui, aux États-Unis, de plus en plus, les chaînes de sport s'intéressent aux compétitions internationales ou même nationales du rugby. Moi, j'ai de la chance. J'ai la Fox, de temps en temps, qui diffuse des matchs de rugby. Par exemple, le tournoi Destination, maintenant. Ce tournoi Destination est retransmis aux États-Unis. Donc, je peux le voir. Même si, encore une fois, les États-Unis, au niveau sportif, évidemment, ça reste le football américain, le baseball et le basket, qui sont 3 sports dans leur compétition nationale, qui sont des compétitions business. Moi, j'ai assisté à des matchs de football américain et de baseball, surtout quand c'est des grandes équipes qui font partie d'une compétition nationale. C'est retransmis par la télévision, et évidemment la télévision est un partenaire qui impose sa loi. Et la loi qu'imposent les partenaires télévisuels, c'est quoi ? Ben, c'est de faire une pause durant le match toutes les 5 minutes. Je vous le dis, hein, un match de football américain, ça peut durer 3 heures. Mais pourquoi ? Parce que si c'est un match retransmis, ben, ils font une pause toutes les 5 minutes. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant ce temps-là, la chaîne de télévision qui retransmet le direct, qui est un partenaire officiel de la NFL, elle a ses publicités. Et pour que le spectateur ne manque pas une partie du match, eh bien les matchs sont interrompus pendant la durée des publicités. C'est-à-dire qu'en fait, un match de foot américain qui pourrait durer 1h30 ou 2 heures,
2 fois 90 minutes, je crois aussi, ben, ça dure 2 fois plus de temps. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'aller voir des petits matchs locaux, des petites équipes locaux, parce qu'au moins là, il n'y a pas d'interruption, parce que c'est pas retransmis. Et là, c'est déjà un petit peu plus intéressant. C'est déjà un peu plus sportif que les grandes compétitions aux États-Unis qui sont retransmises par les chaînes de télévision qui ont nécessairement besoin que les matchs soient interrompus pour pouvoir diffuser de la publicité. Logique. Pas comme en France. En France, les retransmissions, les matchs, c'est 2 fois 90 minutes et il n'y a pas d'interruption. Donc du coup, pendant que la chaîne passe les pubs, il se passe des actions que peut-être vous allez manquer. Alors, ils vont vous repasser les actions, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, ça n'a pas la même intensité, si vous voulez. Donc je disais, la Coupe du Monde, elle aussi, la Coupe du Monde, c'est un événement international qui génère un business. Et qui dit business dit aussi des conflits d'intérêts idéologiques et politiques. Des partenaires importants qui sont les plus importants à investir, à mettre un gros chèque, si ce sont des marques ou des enseignes ou des compagnies qui ont plutôt un penchant à soutenir des mouvements idéologiques, que ce soit les Black Lives Matter, que ce soit les LGBTQ+, que ce soit la Palestine ou que ce soit Israël, forcément vont avoir une influence, vont forcément mettre des principes et des règles que la compétition va devoir suivre. Et ce qui fait que les fédérations, les organisations, sont plus ou moins contraintes d'appliquer des règles au détriment tout simplement d'une certaine logique qui est que c'est pas parce que en géopolitique des conflits sont entre des pays que forcément les peuples doivent être punis. Si vous interdisez la Russie de participer à l'Eurovision, vous punissez le peuple russe. Vous punissez pas Poutine. Poutine, il s'en branle. Vous voyez ce que je veux dire? Et inversement, c'est comme ce qui s'est passé aux États-Unis en 2003. Quand De Villepin a fait son grand discours au Conseil de sécurité de l'ONU pour dire que finalement la France ne suivra pas les Américains en Irak, et je peux vous dire que pendant plusieurs mois, quand les États-Unis ont commencé leur guerre en Irak, les Français aux États-Unis étaient tenus pour responsables de la décision de l'État français. Même les Français qui sont les plus américains que français, se sont fait un petit peu tirer les oreilles. Alors, il n'y a pas eu de la castagne, des trucs comme ça, mais il y a eu des remarques, il y a eu des réflexions, il y a eu des discriminations qu'ont subies les Français aux États-Unis à cause de ça. Alors que les Français qui sont aux États-Unis, en quoi ils sont responsables des décisions de leurs dirigeants ? C'est pareil. C'est comme les Américains qui vivent en France. Alors, les Américains qui vivent en France, en règle générale, c'est des Américains qui ont déjà un niveau culturel un petit peu plus élevé, qui ont une éducation un petit peu plus élevée. Et quand il y a eu l'élection de George Bush, quand les guerres, les croisades de George Bush ont commencé à révéler que finalement c'était du pipeau, il y a des Américains qui se sont excusés. Qui sont excusés au nom de leur pays et qui ont dit c'est pas parce qu'on met à la tête de nos pays des connards que nous sommes forcément des connards. Sauf qu'inversement, aux États-Unis, des connards américains, il y en a, et qui ont tenu pour responsables les Français de la décision de la France de ne pas participer à la guerre en Irak. Ce qui est idiot. Parce que nous ne sommes pas responsables des décisions de nos dirigeants. Tout comme j'ai envie de dire, actuellement, si on devait faire un référendum en Ukraine, est-ce que vous voulez continuer à avoir Zelensky en tant que président ? Est-ce que vous voulez continuer la guerre ou est-ce que vous voulez essayer de trouver une issue à la paix ? Évidemment, le référendum, il ne sera jamais fait.
ne sera jamais fait parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou que les médias ne nous disent pas concernant ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et qui est en train de complètement changer l'opinion des Ukrainiens sans que ces Ukrainiens acceptent le destin finalement de céder la Crimée, le Donbass aux Russes. Sauf que l'affaiblissement de notoriété, l'affaiblissement de solidarité d'un certain nombre d'Ukrainiens vis-à-vis de leur gouvernement, les Russes sont en train d'en profiter pour avancer et certainement qu'ils réussiront à prendre Kharkiv. Là, je m'éloigne un peu, mais je vous ai dit, l'Eurovision, les Jeux Olympiques, le Mondial, la Coupe du Monde de rugby échappe encore un petit peu à l'idéologie, mais ça ne saurait tarder. Et toutes, alors je parle évidemment des compétitions sportives, mais vous avez également des événements. Alors vous avez par exemple ce qu'on appelle les expositions universelles. Là pareil, les expositions universelles. Il y a un moment donné où l'idéologie, là où dans le principe de l'exposition universelle, on accepte tous les pays, mais voilà, après, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des pays qu'on interdit. Si aujourd'hui l'Union soviétique existait encore, il y a des chances que l'Union soviétique serait bannie de toute une exposition universelle. Parce que, de plus en plus, on est en train d'enfermer l'opinion dans de l'idéologie, mais de l'idéologie, comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire que c'est tout blanc ou tout noir. Le gris n'existe pas. C'est oui ou non. Le peut-être n'existe plus. Donc c'est un partisanisme qui s'impose aujourd'hui à l'opinion. C'est vous devez faire un choix. D'accepter ou de ne pas accepter. Alors évidemment, quand à l'Eurovision, vous avez un pauvre con qui se balade avec son petit drapeau palestinien pendant la retransmission, ben oui, forcément, il peut s'attendre à ce que la sécurité déboule et le dégage minu militari. Après, on peut dire la liberté d'expression. Mais non, la liberté d'expression, elle n'a pas d'absolu. La liberté d'expression, elle dépend toujours de règles qui sont établies. Alors après, on peut dire que les règles, elles sont justes, elles sont injustes, etc. Mais malheureusement, le monde est ainsi fait. C'est que pour certains, de votre point de vue, vous avez une raison gardée d'admettre et d'accepter le principe de certaines règles, mais les mêmes règles que vous acceptez parce que vous les estimez normales, elles ne le sont pas pour d'autres qui sont des antagonismes de ce que vous croyez, de ce que vous avez comme opinion par rapport à tel ou tel sujet. Et ce qui fait que on en arrive aujourd'hui à des idioties, à des absurdités, mais qui aujourd'hui deviennent dangereuses parce que dans cette absurdité vient s'incrémenter des gens qui ouvrent une porte et qui ouvrent des boîtes de Pandore. Et aujourd'hui, la boîte de Pandore, c'est que l'Eurovision et les Jeux Olympiques vont être certainement sujets à des polémiques, à des conflits, à des problèmes liés à ce qui se passe évidemment avec Israël et ce qui se passe également avec l'Ukraine et la Russie. On a exporté les problèmes vers des pays qui finalement peuvent avoir des opinions, des positions géopolitiques, mais le peuple lui-même, est-ce qu'il est responsable de toute cette merde? Non. Les Français sont-ils responsables de l'attaque d'Israël sur la bande de Gaza? Non. Les Français sont-ils responsables de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine? Non. Ce sont des questions géopolitiques qui se règlent entre gens qui ont les pouvoirs, qui ont les leviers de la géopolitique. Pour la plupart des gens qui ne sont pas élus, Donc, dire que des événementiels doivent être des endroits immaculés pour la solidarité, pour la paix dans le monde, non. C'est idiot. Tout est toujours, à un moment donné, instrumentalisé par quelque matière ou quelque domaine que ce soit. Tenez-vous-le pour dire. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo.
portez-vous bien.